Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je vous propose de découvrir tout de suite les grands titres de l'actualité du jour. Le 15 de France peaufine sa préparation à Monaco en vue de la Coupe du Monde de rugby. Le stage des rugbymen français s'achèvera vendredi, mais hier déjà on a pu assister à un très bel échange avec le public, venu nombreux pour assister à l'entraînement et prendre part ensuite à une séance de dédicace sur le parvis du stade Louis II. En été et de surcroît en période de forte chaleur, une vigilance toute particulière est portée à la qualité de l'air et à la qualité des eaux de baignade. Valérie Davenet, directeur de l'environnement, sera notre invitée pour nous faire un point sur la situation actuelle et nous expliquer comment sont effectuées les différentes analyses. Après Chris Isaak en ouverture du MC Summer Festival, c'est Ricky Martin qui était sur scène aux côtés de l'OPMC hier soir, le tout sous la baguette du compositeur Yvan Cassard. Reportage à suivre. Un autre musicien se produira cette fois dans le cadre de la programmation du Fort Antoine. Vendredi, il s'agit d'Arthur H, dont le concert sera une ode à la vie. Lui qui est très engagé dans la préservation de l'environnement, c'est ce qu'il nous confiera dans cette édition. Au Fort Antoine, où le spectacle La Bombe Humaine par la compagnie Poppy Jones a été donné mardi soir. Là aussi, il était question de l'avenir de la planète. Et puis les petits ambassadeurs de Monaco, comme aimait à les appeler le prince Régnier III, sont en tournée aux États-Unis. Nous les avons suivis dans leur première étape à New York. L'enjeu pour eux est de taille, tenter de remporter une Coupe du Monde à domicile. Les rugbymen français ne ménagent pas leurs efforts pour préparer l'échéance de septembre. Depuis plus de 10 jours, ils s'entraînent durement à Monaco. Et s'il y en a qui croient en eux et leur apportent un soutien sans faille, ce sont bien leurs supporters. Les portes du stade Louis II leur ont été ouvertes hier. Le reportage de Justin Adel et Hugo Comassa. Ils étaient plusieurs milliers, tous présents pour vivre un moment de partage unique. À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby, l'équipe de France ouvre les portes d'un de ses entraînements. Pour ses supporters, être présent était important et surtout nécessaire. C'est important pour les encourager, leur montrer qu'on est présent, leur donner de la force. Ça se voit qu'ils aiment faire les entraînements devant nous, ça les encourage de voir qu'ils ont des fans et qu'on les soutient, quoi. On vient supporter quand même notre équipe de France, qu'on va supporter aussi en septembre, mais là on peut l'avoir devant nous. Et de leur dire qu'on est derrière eux. Je suis content parce que c'est à côté de chez moi, donc c'est plus simple pour venir observer des joueurs de haut niveau. C'est toujours un plaisir de voir des joueurs qu'on voit à la télé et les voir en vrai. Ça nous fait plaisir de voir le 15 de France à Monaco, surtout que dans le sud on n'a pas beaucoup de rugby, c'est surtout dans le sud-ouest. Il y a des grands joueurs comme Olivon, Aldrit, Dupont, Ntamak, et c'est beau à voir jouer. Si pour beaucoup cet entraînement est une première, c'est surtout un avant-goût. L'avant-goût d'un tournoi où les meilleurs du monde se retrouveront. Après plus d'une heure d'observation, l'heure des dédicaces a sonné. C'est sur le parvis que les fans ont lutté pour transformer l'essai, celui d'obtenir ce précieux coup de stylo. J'en ai eu pas mal, Dupont, Serin, Olivon, Jaminet. J'ai eu Penaud, Antoine Dupont, Gabin-Villiers, beaucoup. Alors j'ai eu Ramos juste ici et Jaminet ici. Moi j'ai eu Gabin-Villiers, Ntamak, Penaud, tout le monde. Cyril Bay, Astoy. On a été chanceux. Quelques-unes, Aldrit, Villiers, Charles Olivon, Ntamak, quelques signatures. Ouais. Pour ses supporters, les prochains rendez-vous se feront en France, Marcoussis, puis Cap-Breton, avant l'annonce de la liste des 33, le 21 août prochain. Et c'est donc désormais à huis clos, mais c'est jusqu'à vendredi que le 15 de France poursuivra son entraînement monégasque. Elles font l'objet d'une surveillance accrue. La qualité de l'air et la qualité des eaux de baignade sont plus particulièrement menacées en période estivale et des mesures régulières sont réalisées pour s'assurer que tout va bien, comme va nous l'expliquer le directeur de l'environnement. Bonsoir Valérie Davenet. Bonsoir Patricia. Nous allons évoquer ensemble deux aspects importants en été, la qualité de l'air et la qualité des eaux de baignade. Commençons peut-être par la première. Le gouvernement alerté lundi sur un niveau d'information du public qui était atteint en matière de pollution de l'air. Il était susceptible d'être franchi lundi. Qu'est-ce que cela signifie ?
Alors déjà, nous avons un réseau de mesures de tous les polluants atmosphériques qualité de l'air, spécifique au territoire, avec un maillage assez important sur le territoire de Monaco. Lorsqu'il y a des dépassements, des seuils qui sont définis par l'OMS ou par notre réglementation maintenant monégasque également, et qui sont calés sur des seuils européens ou OMS, évidemment, le gouvernement informe la population. Mais Valérie, ce ne sont pas des seuils alarmants, hein. Ce sont des seuils d'information. Il faut rester mesuré. Voilà. Hein. Oui, tout à fait. Et vous avez raison. Il y a différents types de seuils et on peut monter, comme toujours, de façon graduée. Jusqu'à des alertes où là, effectivement, les seuils sont extrêmement importants et demandent des mesures particulières. Là, nous sommes sur un seuil d'information. L'important, c'est surtout d'alerter les gens qui sont un peu plus susceptibles d'être atteints par ces pollutions. Notamment, là, c'est un pic d'ozone qui est très fréquent en été, qui est un polluant secondaire, lié notamment à la chaleur et aux UV, à la dégradation due aux UV, et prévenir les populations sensibles, surtout de ne pas faire de sport dans ces cas-là intenses. Et certaines mesures de précaution. Oui, parce que c'est un seuil d'information qui est suivi de recommandations qui sont formulées. Oui. Donc la première concerne effectivement les personnes vulnérables. Il y a aussi, je crois, les usagers de la route et les personnes qui seraient amenées à manipuler des produits un peu toxiques. Oui, notamment les solvants et les peintures, chaleur et pic d'ozone, il faut essayer de limiter. Et évidemment, quand on arrive à des seuils d'information, on prévient aussi si les gens peuvent télétravailler, mais il n'y a pas d'obligation. On n'est pas, une fois de plus, là, sur cet épisode-là, sur des seuils d'alerte. C'est aussi préparer les gens et d'abord le devoir d'information du gouvernement, sur ces sujets-là, qui sont des sujets de santé publique aussi, d'environnement, mais aussi de santé et d'impact sur la santé, et aussi de préparer à certaines mesures, à certaines habitudes. Oui, c'est presque des recommandations de bon sens. Mais alors, elle vient d'où? C'est une pollution à l'ozone? Elle vient notamment de la circulation? Comment l'expliquer? À l'ozone, oui, en tout cas c'est la chaleur et trafic routier, chaleur. La particularité de l'ozone, c'est que ça se dégrade et ça arrive de beaucoup d'endroits sur des très longues distances. Donc on ne peut pas savoir d'où vient ça, parce que l'ozone peut être région, voire plus. On a des pics. Nous, ce que l'on surveille aussi, ce sont les autres polluants. Alors pour l'instant, les autres polluants, particules fines, SO2, NO2, on a toute une batterie de concentration que l'on mesure en temps réel et en tout cas à minima quotidiennement. Et effectivement, pour l'instant, les autres polluants ne sont pas du tout, n'ont pas atteint des seuils d'information. Donc c'est vraiment lié à l'ozone. Donc voilà pour la qualité de l'air. Parlons maintenant de la qualité des eaux de baignade. C'est une préoccupation aussi de tous les instants en cette période estivale. Chaque année, la saison balnéaire, évidemment, il y a une augmentation de nos prélèvements. La direction de l'environnement a un laboratoire d'analyse, donc tous les prélèvements et les analyses se font vraiment chez nous. On maîtrise l'intégralité de la chaîne, on va dire, entre guillemets, ce qui a un avantage parce qu'on peut être assez réactif. Et effectivement, de début mai à septembre, nous faisons des analyses de qualité des eaux de baignade pour savoir si, notamment au niveau bactériologique, les eaux sont de bonne qualité. J'allais vous demander, il y a le vent, la chaleur, l'automobile pour ce qui est de l'altération de la qualité de l'air. Et pour l'eau, qu'est-ce qui pourrait altérer sa qualité ? Alors généralement, les eaux de baignade, en tout cas sur la partie bactériologique, qui est le principal problème qui peut se poser avec des impacts sur la santé des baigneurs, vient d'eau de rivières ou de bassins versants qui n'ont pas été traités et qui se déversent à cet endroit-là et qui souvent balayent des pollutions sur tout l'ensemble du trajet. Ça, c'est la première chose. Ça peut être des rejets non contrôlés d'eau usée. Ça, c'est le deuxième cas. Ça peut être des rejets de bateaux, mais là, il faut être prêt. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. À Monaco, dans nos cas, on n'a pas de rejet incontrôlé puisque tout est traité par l'usine de traitement des eaux résiduaires. Donc,
c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau usée qui arrive en mer sans traitement. Et pour l'heure, donc, tous les feux sont au vert, hein. On se veut rassurant. Oui, tous les feux, vous pouvez vous baigner agréablement et en ce moment, je crois que tout le monde en a besoin avec la chaleur, donc bonne baignade. Merci Valérie Davenet d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir apporté votre éclairage sur la qualité de l'air et la qualité de l'eau de baignade. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Nous évoquions en début de semaine dernière les premiers résultats du baccalauréat après les oraux de rattrapage. Un taux global de réussite de 98,9% a été enregistré au baccalauréat, toutes séries confondues, avec 79,9% des bacheliers obtenant une mention. Très bon résultat également pour le diplôme national du brevet, avec 98,7% d'élèves reçus, dont 91,5% avec mention. Enfin, le brevet de technicien supérieur, le BTS, il n'y a eu qu'un seul échec sur 50 inscrits. Le Monte Carlo Summer Festival a débuté lundi avec Chris Isaak à l'Opéra Garnier. La deuxième star du festival à s'être produite, mais dans la salle des étoiles cette fois, c'est Ricky Martin, mardi soir, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, sous la baguette du chef d'orchestre Yvan Cassar. Fabien Bonilla et Alban Gingembre ont assisté au concert. I'm gonna climb the sea, I'm gonna serve the fields in front of me. Le roi de la pop latino-américaine a donné le coup d'envoi des concerts dans la légendaire salle des étoiles. Il n'était pas seul, en plus de son groupe, Ricky Martin a fait appel aux musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et pour les diriger, le chef d'orchestre compositeur-arrangeur Yvan Cassar. Il a travaillé avec les plus grands, de Charles Aznavour en passant par Johnny ou encore Céline Dion, et désormais Ricky Martin. Une soirée originale avec un orchestre classique au service de la musique latine. Mira lo que siento, un amor de viento nada más. En fait, la musique, c'est universel, c'est un langage universel. On peut communiquer à travers beaucoup de choses différentes. Et cet orchestre, il est un peu spécial. Il faut dire les choses. C'est pas parce que je l'aime beaucoup, hein, mais c'est parce qu'il y a des gens très ouverts qui sont aventuriers. Souvent, les orchestres classiques restent dans quelque chose de très conventionnel. Ils ont un petit peu peur de l'aventure et eux, pas du tout. Ça les amuse. Ils aiment se confronter à des styles différents. Je pense qu'aussi, il y a l'air de cette ville, quoi, où tout se mélange, tous les gens se mélangent, les milieux, les musiques. Et en fait, ça se passe extrêmement bien. Et c'est une musique qui aussi permet d'utiliser beaucoup les cuivres. Après, il y a beaucoup de ballades, donc il y a beaucoup de cordes. En fait, ça s'y prête assez bien. Le mélange est assez réussi et assez facile, finalement. Premier concert du Monte Carlo Summer Festival dans la salle des étoiles et première originalité, il y avait au total 48 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. C'est à l'initiative de la SBM et voilà, d'inviter Ricky Martin. Et puis ensuite, il y a une collaboration de longue date, un peu naturelle finalement avec l'orchestre. Et moi, je suis naturel aussi un petit peu, je deviens un peu naturel. Je deviens le local de l'étape à force de les diriger, d'être avec eux et d'avoir du bonheur ensemble. Finalement, dès qu'il y a un truc un peu bizarre, ils se disent « Oh, bah, on va l'appeler parce que quand même, c'est sympa. » Voilà, donc je profite de ma chance. On va passer une soirée quand même assez merveilleuse. C'est vraiment de la fête, cette musique, quoi. C'est de l'enthousiasme, c'est de la joie. C'est du partage, c'est être ensemble en ce moment, ça fait du bien. Né à Porto Rico de nationalité espagnole, et on le sait moins, avec des origines basques et corses, Ricky Martin est devenu une star interplanétaire avec sa fameuse chanson. Si je vous dis Un, dos, tres, vous voyez de quoi je parle. Le titre, Maria, il a vendu plus de 90 millions d'albums à travers le monde. Ricky Martin a choisi Monaco pour sa première date de sa tournée européenne. Oui, l'offre culturelle est très riche en ce début d'été. Au-delà de ce concert hier soir de Ricky Martin, la compagnie théâtrale Poppy Jones se produisait, elle, au même moment au Fort Antoine. Sur scène, les deux acteurs ont joué leur propre prise de conscience des problèmes environnementaux. Voyez ce reportage d'Alban Gingembre, Clélia Renaud et Émilie Terrasson.
C'est l'histoire d'une prise de conscience. Pendant un an, les deux comédiens belges se sont plongés dans l'univers des problèmes climatiques. Ils jouent à présent leur histoire sur une scène à la fois festive et musicale. Ce qui était étonnant, c'est qu'en fait, on ne connaissait pas très bien le sujet. Donc en fait, on nous dit de faire extrêmement attention à toute une série d'enjeux. Mais en fait, quand on s'intéresse un peu plus au sujet, déjà ça devient plus prégnant, plus important aussi au quotidien. Mais surtout, ça nous permet d'apprendre comment est-ce qu'en fait, on peut réellement faire évoluer les choses. Et ça, pour moi, c'était évidemment extrêmement important. Un apprentissage personnel qu'il tente de transmettre au public. La bombe humaine, épisode 1. L'effondrement. Le théâtre, en tout cas, de la manière dont moi j'essaye de le faire, c'est un partage, un dialogue avec tous les publics qu'on rencontre. Et donc j'espère qu'il y a une rencontre, en tout cas, qui a lieu et qui permet peut-être de faire germer des petites graines dans les différents cerveaux qui entendent ce spectacle. Ce spectacle peut donc entraîner le public à réfléchir sur son propre impact climatique. Et le prochain spectacle du Fort Antoine, ce sera vendredi 14 juillet avec l'auteur, compositeur et interprète Arthur H, qui proposera un concert sobrement intitulé « La vie », mais qui laisse entrevoir le travelling que va vous amener à faire l'artiste à travers les grandes étapes qui jalonnent l'existence. Arthur H est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Le concert que vous vous apprêtez à donner au Fort Antoine vendredi à Monaco, il s'intitule « La vie ». C'est une ode à la vie, ce concert? Oui, bien sûr, c'est une ode à la vie, à la pulsion de vie versus la pulsion de mort. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la société, dans les institutions, enfin dans partout, il y a beaucoup de pulsions de mort. Du coup, moi j'ai envie de célébrer la vie et de célébrer du coup la liberté, beaucoup. Oui, vous célébrez la vie. La vie, c'est aussi les drames, et les drames, tout se chante en fait, tout peut se chanter. Tout peut être transcendé, tout peut être alchimisé, tout peut devenir beau, même quelque chose qui n'est pas beau à la base. Oui, c'est-à-dire que le constat un peu plus désabusé sur le piège final, la mort, il est surpassé par le bonheur de vivre. Désabusé, c'est pas du tout un mot pour moi qui m'est familier, et puis le piège de la mort non plus. Pour moi, la pulsion de vie, c'est vraiment l'amour de la vie, le culte de la vie, la curiosité pour la vie. Donc, finalement, la mort fait partie de la vie, donc il n'y a pas de désabusation, comme disait Dutronc. Il y a un titre sur cet album, en tout cas que vous allez donner dans ce concert. Ce titre est baptisé L'Océan. Et il y a quelques années, vous vous étiez élevé publiquement en faveur de la préservation de l'environnement. La semaine dernière, l'ONU avertissait que le dérèglement climatique était aujourd'hui hors de contrôle. Ça vous met en colère que les appels ne semblent jamais entendus? C'est drôle que vous parliez de ça, parce qu'aujourd'hui, il y avait un vote très très important à l'Assemblée européenne, avec des gens qui se battent, et puis il y a eu beaucoup d'amendements pour le dévitaliser, pour lui enlever toute sa substance. C'est tous les groupes, il y a énormément de politique aujourd'hui qui est complètement liée au lobby, en fait. C'est comme si les lobbies dictaient leurs lois, et c'est vrai que c'est dramatique pour nous, parce que l'océan, c'est aussi notre bien-être total, général, le bien-être de la planète. Donc ça nous concerne chacun, et c'est vrai que du coup, là, il y a vraiment une vraie question d'intérêt, en fait, des grandes industries et des êtres humains, en fait. Il y a vraiment un conflit d'intérêts qui devient assez puissant aujourd'hui, je trouve. Pour en revenir à la vie, vous dites que vous vous êtes inspiré de musique de film pour ce concert. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ces musiques? C'est l'emphase, la profondeur qu'elles dégagent? Oui, c'est ça. C'est cette sensation de voyage, cette sensation très agréable aussi de se perdre dans une musique, dans un film, de perdre ses repères un petit peu momentanément. Ça fait du bien, ça met de l'air. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très lyrique dans les musiques de films que j'aime. Ça laisse de l'espace, en fait. Ça crée de l'espace. Et pour moi, la musique, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup la science de l'espace, en fait. Créer des espaces comme ça qui soient régénérants, qui soient pleins d'énergie, de beauté. Donc oui, la musique de film est une grande influence pour moi en général. Et qui va vous accompagner sur scène vendredi au Fort Antoine?
Alors là, on est 4, on est violoncelle, piano, batterie, guitare. Le violoncelle, il fait un peu la basse, et puis c'est 3 superbes musiciens, il y a beaucoup d'improvisation, c'est pas une musique qui est mécanique, c'est une musique qui est organique. Alors je suis très heureux de jouer dans cet endroit qui est absolument magnifique. Je le connais pas, mais j'ai vu des photos. Donc c'est ouvert sur l'espace. Je pense que ça va être un lieu qui va être très propice pour nous pour créer voilà, ce qu'on sait faire, de la poésie, de la trance, des histoires. Oui, c'est un petit amphithéâtre historique sur la mer. Vous faites donc étape vendredi à Monaco, ou vous emmènera ensuite cet été 2023, Arthur H? Bah, un peu en Normandie. Après, j'ai 2-3 concerts, et puis après, c'est fini. Puis après, j'ai une grosse tournée cet automne et cet hiver qui reprennent. J'ai une grande salle à Paris, la scène musicale. J'ai une création avec Caroline Carlson, la danseuse, l'extraordinaire danseuse. Donc, je suis bien occupé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à 2 jours donc de ce concert au Fort Antoine. Merci beaucoup, merci à vous. Les Petits Chanteurs de Monaco sont actuellement à Washington. Ils effectuent en ce début d'été une tournée américaine sur la côte Est. Nous les avons suivis lors de leur première date à New York. Le reportage d'Alexandra Pani et Antoine Cal. Ils ont entre 9 et 16 ans, certains d'entre eux découvrent pour la première fois les États-Unis avec 2 premières dates dans la ville qui ne dort jamais, New York. Une belle entrée en matière pour ces jeunes chanteurs. Je suis très contente de faire cette tournée parce que ça va faire bientôt 2 ans que je suis chanteur et c'est la première fois que je suis aux États-Unis. Donc on est vraiment très attendus, donc je suis vraiment content de partir en tournée avec les chanteurs. Pendant les répétitions, les messes à Monaco, je me suis vraiment concentrée. Et ça part tout seul, dès qu'on est en concert, on réfléchit pas, on chante, et c'est simple, vraiment, et il faut juste se concentrer. Toute ma famille veut partir à New York, et moi j'ai la chance avec le chanteur de partir quand même aux États-Unis pendant 3 semaines, donc je suis vraiment heureux. Les 25 petits chanteurs se sont produits pour leur première soirée à New York dans l'église Grotto de Notre-Dame, à Harlem, tout proche de la prestigieuse université de Columbia. On est là dans la grotte de l'église de Notre-Dame, une grotte très connue comme grotte de pleine échelle de Notre-Dame de Lourdes en France. Et cette église a été construite il y a 100 ans, plus de 100 ans, comme chapelle du fameux paroisse de Saint-Vincent de Paul, le rue 23, centre historique de la communauté française à New York. Une tournée très importante puisqu'elle a été annulée à plusieurs reprises. C'est un soulagement et une fierté d'être enfin arrivé ici pour le maître de chapelle. C'est un grand plaisir. Il s'agit de la 12e tournée de concert des Petits Chanteurs de Monaco aux États-Unis depuis leur fondation par le Prince Régnier en 1974. 12 tournées. Il faut savoir que le chœur est resté basé à Monaco depuis 3 ans en raison de la très longue crise du Covid. Et c'est maintenant le redémarrage de l'activité internationale de concert. Ce sont des tournées auxquelles nous sommes très attachés. Il y a un lien très fort entre les Petits Chanteurs de Monaco qui se sont produits dans plus de 20 États quand même depuis bientôt 50 ans aux États-Unis. Et une tournée sur la côte Est, nous avons déjà fait le même parcours de New York à Philadelphie, Washington et jusqu'à Miami. Il y a une symbolique très grande, un attachement profond du cœur pour les États-Unis d'Amérique. La tournée amènera au total les Petits Chanteurs dans 8 villes américaines de la côte Est pour une dizaine de concerts où le prince Régnier III, fondateur des Petits Chanteurs de Monaco, sera mis à l'honneur. De beaux souvenirs à ramener dans leurs valises. La série de concerts des Petits Chanteurs se poursuit jusqu'au 23 juillet pour s'achever donc en Floride. On connaît la date du spectacle de Maxime Gasteuil qui avait été reporté en juin. Il aura lieu le 13 avril 2024 à l'espace Léo Ferré toujours. Les billets achetés pour la date initiale peuvent être échangés gratuitement ou remboursés dès à présent.
251 770 €. C'est le montant de la cagnotte récoltée lors de la No Finish Line au mois de novembre dernier. Plus de 10 000 participants y avaient pris part. Cette importante somme est dédiée à la cause des enfants et sera partagée entre plusieurs bénéficiaires, dont le Monaco Collectif Humanitaire, le Centre Scientifique pour ses recherches impulsées par la Fondation Flavien, ou bien encore des projets en Ukraine, au Mali, à Madagascar ou au Niger. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, découvrons les prévisions météo pour la journée de jeudi avec vous, Justin Hadel. Bonsoir Patricia, à l'aube de ce jeudi, le temps sera partiellement couvert avec quelques éclaircies durant la journée. Cela n'affectera pourtant pas les températures qui restent relativement hautes. Elles seront néanmoins moins importantes que ces derniers jours. 23 à 28 degrés sont attendus. Concernant les plages, la température de l'eau reste la même, 26 degrés tout au long de la journée. Le soleil se lèvera à 5h58 et se couchera à 21h13. Demain, nous fêterons les Henri et les Joël. Et aujourd'hui, en ce mardi 12 juillet, cela fait 18 ans jour pour jour que l'avènement du prince Albert II a été célébré. C'était le 12 juillet 2005. Et pour faire écho à cet anniversaire, nous vous proposons une très belle série de photos souvenirs. Demain à 19h, vous retrouverez Fabien Bonilla. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.